Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'IT. Et si, en matière de sécurité informatique, le véritable problème, c'était le facteur humain? Dans le monde de l'administration réseau, par exemple, on a une expression très commune qui consiste à dire que le problème se situe entre l'écran et la chaise. En matière de sécurité informatique, en est-il de même? Nous allons en discuter aujourd'hui avec nos invités. Bonjour, nous sommes avec Agnès Cabrière, qui est directrice des services de sécurité d'IBM France. Bonjour. Nous sommes avec Pierre-Luc Réfalo, qui est directeur cybersécurité, consulting, Capgemini, Sogeti. Premier vecteur de menace, la dimension ingénierie sociale. Est-ce qu'on peut le définir et est-ce qu'on peut citer quelques exemples de ce qu'est l'ingénierie sociale? Peut-être Agnieszka pour commencer. Ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à collecter les informations que les individus publient sur les réseaux sociaux, tels que Facebook et autres. Cette information est ensuite exploitée par les attaquants qui prennent connaissance de votre environnement privé, les connaissances que vous avez dans le milieu professionnel, et utilisent ces informations-là pour vous adresser, par exemple, un mail d'hameçonnage, en usurpant finalement l'entité d'une de vos connaissances. Et dans ce contexte, les réseaux sociaux jouent un rôle encore plus fort que par le passé. Pour autant, ça fait quand même très longtemps qu'on parle d'ingénierie sociale. Pierre-Luc, est-ce que l'ingénierie sociale, finalement, ça n'est pas lié depuis la naissance de l'informatique et du réseau à la sécurité? Même avant. Tout grand-parent a été victime d'ingénierie sociale par ses petits-enfants pour avoir une glace. Donc l'ingénierie sociale, c'est beaucoup aussi, souvent abuser de la gentillesse, de la crédulité, de la naïveté, du sentiment d'être utile de personnes. Et ça marche très bien dans le numérique, hein, c'est vrai, depuis 2, 3, voire peut-être plusieurs années, où on voit que les grandes attaques sont opérées d'abord par des actes de type ingénierie sociale, et qui posent le problème justement de la mise dans l'espace public d'informations qui n'ont pas forcément à s'y trouver, j'ai bien pas forcément à s'y trouver, dans le sens où peuvent être évidemment porteurs de menaces lorsqu'elles sont exploitées à des fins malveillantes. Quand on préparait l'émission, Agnieszka, vous m'expliquiez que vous n'étiez pas forcément très confortable avec cette notion d'ingénierie sociale. Pour quelle raison? Parce que l'ingénierie, effectivement, sociale, comme le département RH peuvent associer ça finalement à la gestion des talents au sein de l'entreprise, donc d'où l'ambiguïté du terme. Dans le domaine de sécurité, bien sûr, ça signifie tout simplement l'exploiter les informations qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Si je comprends bien, pour les directions métiers, le terme, le sens d'ingénierie sociale est polysémique, c'est-à-dire qu'ils ne le comprennent pas forcément comme un expert de sécurité peut le comprendre. Tout à fait, c'est pour ça qu'il y a un effort effectivement de l'éducation. Et c'est vrai que par le passé, on s'est concentré beaucoup sur les populations techniques, les responsables de sécurité, responsables des risques, et qu'il faut maintenant éduquer également, informer les autres populations au sein de l'entreprise, le métier, les cadres dirigeants. En termes de nouvelles technologies, est-ce que le facteur humain, justement, la menace du facteur humain n'est pas renforcée par de nouvelles pratiques, comme la mobilité par exemple? Ça va plus loin que la mobilité. On parle aujourd'hui du SMAC, des médias sociaux, de la mobilité, du cloud et de tout ce qui est analytique. Je pense qu'on reviendra dessus plus tard. Tous ces nouveaux usages, parce que le monde est communicant, parce que chaque individu, on pourra parler aussi du changement générationnel, pour les plus jeunes populations, aujourd'hui ne pas communiquer, c'est ne pas vivre, c'est ne pas exister, c'est pas se dévoiler. Donc la notion de confidentialité, la notion de secret aussi, perd beaucoup de sens. Les sphères publiques, privées, professionnelles sont de plus en plus imbriquées, ce qui fait que cette information est finalement mise à disposition de manière tout à fait naturelle, qu'elle soit dans la poche ou sur un serveur de cloud d'un grand offreur de cloud, peu importe, d'un service d'un média social, et entre guillemets, il n'y a qu'à aller lire, regarder ce qui est dedans et en faire usage, alors à qui pour du phishing ou des actes de fraude, voire de vol, de fraude au président, qu'on connaît bien en France. Voilà. Mais cette information, elle est tout simplement disponible sur le réseau. Il y a une étude de 2014 de Stroud-Friber qui indique que 58% des cadres supérieurs admettent avoir transmis par erreur des informations sensibles à la mauvaise personne. Ouais, bon, ça, c'est déjà dans un cadre professionnel. Mais dans le même temps,
ces gens-là sont amenés à travailler depuis chez eux, à utiliser leur messagerie personnelle, et il s'avère que 55% des tentatives d'hameçonnage, que vous évoquiez à l'instant, ont lieu sur des messageries personnelles. Ce grand mix, ce grand mélange entre outils de sécurité professionnels et puis outils personnels utilisés dans un cadre professionnel, ça aussi, ça crée une confusion et une grande difficulté, j'imagine, à assurer la sécurité du système d'information. Comme Pierre-Luc a dit, effectivement, la frontière, ce qui amène ces nouvelles technologies, c'est la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle s'efface. Donc c'est ça le plus grand enjeu. On ne peut plus prétendre que ces deux zones-là sont séparées et donc il n'y a pas d'impact de nos actions à titre privé sur notre vie professionnelle. C'est pour ça ce qui est essentiel pour nous, et vous avez cité l'exemple de messagerie personnelle, effectivement, on utilise le même terminal, la même tablette, le même ordinateur ou Mac pour se connecter finalement à l'environnement professionnel et privé. Ça veut dire quoi? Que finalement sur la chaîne, le point commun, ça sera justement ce terminal. Donc c'est pour ça, nous, ce qu'on conseille aux entreprises, c'est protéger ces terminals, quelle que soit l'utilisation que finalement l'utilisateur va en faire, que ce soit professionnel ou personnel. Parce que l'individu, il soit lui-même à titre personnel exposé au risque, ou il va exposer l'entreprise, parce que ça sera une passerelle pour les attaquants, effectivement, d'atteindre le système d'information de l'entreprise. Et on a un vrai souci de nature politique, un peu réglementaire, organisationnelle, mais aussi technologique, qui est le phénomène du BIOD, qu'on connaît depuis maintenant plusieurs années. Certains disent c'est interdit. Quand je dis certains, entreprises ou patrons de sécurité disent non, il n'y a pas de BIOD dans l'entreprise, trop de risques. Mais inversement, on voit bien que des grands groupes maintenant ont et facilitent l'accès à des outils professionnels par des équipements personnels. Déjà un premier chiffre de contexte. Dans une étude de 2014, on note que 84% des incidents de sécurité informatique sont liés au facteur humain. Bon, donc une importance considérable. Et néanmoins, il n'y a que 55% des budgets de sécurité informatique qui sont consacrés à cette menace. Ce différentiel entre le factuel et le budgétaire, comment est-ce qu'on peut l'expliquer aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, l'effort qui est mis sur le sujet de la cybersécurité, c'est essentiellement de l'investissement de matériel et de logiciel, contrer les menaces par des outils, et je pense, comme le démontre l'enquête, insuffisamment sur la mise à profit de l'individu, que ce soit l'utilisateur ou l'expert, le concepteur de la sécurité, qui est bien souvent mis à mal par des choix économiques. La sécurité, ça coûte trop cher, ça ralentit, et in fine, rien ne garantit que l'incident n'arrivera pas. La dernière étude d'IBM auprès de RSSI en 2014 montre qu'effectivement, comme il a dit Pierre-Luc, dans les entreprises, on a environ 85 technologies. Donc il y a des gros investissements dans la technologie. Là où on s'aperçoit où effectivement ni les organisations, ni les compétences, ni les processus ne sont pas en place pour tirer le bénéfice finalement de l'ensemble de ces technologies. Mais je voudrais quand même revenir sur la formation des individus parce que c'est vrai qu'historiquement, on a beaucoup formé les administrateurs parce que ce sont des utilisateurs à privilège, donc les risques liés aux administrateurs étaient toujours reconnus comme très forts. Par contre, effectivement, aujourd'hui, comme on a mentionné au début avec l'hameçonnage, etc., on s'aperçoit que l'ensemble des populations de l'entreprise doit être formé. Un sujet dans l'ouvrage que j'ai écrit. Alors, je vais en profiter pour le montrer à la caméra. Oui. Donc, en 2012, vous avez publié la sécurité numérique de l'entreprise aux éditions Erol. Il y a un chapitre entier qui est consacré à cette dimension économique de la sécurité informatique. Je reprenais dans cet ouvrage des indicateurs qu'on avait travaillé avec le Cercle européen de la sécurité pour les assises de la sécurité à Monaco, où on avait, à travers un panel de 300 RSSI et DSI, évaluer l'effort économique qui était fait pour sensibiliser, former les collaborateurs. Et on est arrivé à un indicateur moyen, il faut faire très vigilant, qui était de 10 € par personne et par an. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est rien du tout. À comparer aux investissements en solutions de sécurité informatique. C'était 10 € par personne et par an, pour ceux qui le font. Et vous avez tous ceux qui ne le font pas. Est-ce qu'une tentation des DSI et des RSSI n'est pas finalement de se dire que si l'humain
pose problème, alors les solutions logicielles vont pouvoir prendre le relais, l'automatisation, l'orchestration sous forme de suite de sécurité va permettre d'assurer une sécurité complète. Est-ce qu'il n'y a pas cette tentation-là, Agnieszka? Il y a d'abord une croyance, effectivement. Hein. On vient d'une société qui croit que la technologie va résoudre tous nos problèmes. Donc c'est vrai que c'est culturel, ça nous vient du XXe siècle. Et maintenant, il y a quand même un changement sociétal et philosophique parce qu'on recommence à mettre l'individu au centre de préoccupation et l'importance de l'individu dans la société. Mais je pense que la raison principale pourquoi aujourd'hui on n'investit pas dans la communication, sensibilisation, etc., c'est surtout parce que les cadres dirigeants n'ont pas compris le mode opératoire d'attaquants. Ça veut dire qu'ils sont restés avec une façon de voir les attaquants opérer comme il y a 20 ans, où on avait effectivement les attaques sur les firewalls, sur les IPS, des modes opératoires tout à fait classiques. Et si vous voulez, je pense que dès qu'il y aura cette prise de conscience et la connaissance de la physionomie de l'attaque telle qu'elle se passe aujourd'hui, dès qu'il y a cette prise de conscience, les directions générales vont vraiment concentrer la part de budget nécessaire pour effectuer cette formation sensibilisation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout le manque de connaissance de ces sujets-là qui nous met dans cette position-là où il n'y a pas des efforts nécessaires. La gestion du risque en termes de sécurité informatique, c'est essentiellement une question d'évolution des mentalités. On en parlait en préparant cette émission. Il s'agit de passer d'une conception un peu fermée, un peu circonscrite du système d'information, à un système d'information qui, par nature aujourd'hui, se veut non plus étanche, mais communiquant avec les systèmes cloud, avec la mobilité, communiquant avec l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut changer ces mentalités ? Agnieszka ? Donc, oui, c'est effectivement pour rebondir sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Effectivement, cette notion de système fermé, on aime bien maintenant parler des systèmes immunitaires. C'est à ça qu'on compare la sécurité dans le système d'information aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le danger, il est là. Donc, de toute façon, on peut mettre en place le moyen de protection, mais on sait très bien que le système d'information est permissif. Donc, il y a les gens qui vont pouvoir y pénétrer. Certaines personnes sont légitimes, certains non légitimes. Donc, en fait, il y a tout un monde extérieur, finalement, qui a l'accès à un système d'information de l'entreprise. Est-ce qu'il faut accepter l'idée qu'une sécurité 100% n'existe pas? Absolument, absolument. C'est vraiment, il faut accepter cette idée-là. Ça veut dire qu'on met en place un système immunitaire, donc effectivement, ces systèmes de surveillance de systèmes d'information où on va capter les signaux faibles et essayer, avec l'intelligence humaine, avec les outils, mais aussi et avant tout l'intelligence humaine, détecter s'il s'agit d'une attaque de sécurité à partir de ces signaux faibles. Donc ça, c'est un message très important. Et surtout, il faut être prêt s'il y a une attaque imminente. Pourquoi? Parce que, comme vous avez dit, 100% de sécurité, ça n'existe pas. Donc il faut être prêt à faire face à une attaque de sécurité. Je pense qu'il y a des fondamentaux sur lesquels qui sont en train d'être un peu de battus en brèche. On a toujours parlé de prévention, protection, détection, réaction. On a beaucoup axé l'effort sur la prévention et la protection. En gros, je veux éviter que ça arrive et si ça arrive, limiter les impacts. Aujourd'hui, ce qu'on constate, exactement dans la ligne de ce que vient de dire Agnieszka, c'est d'abord l'anticipation. C'est-à-dire qu'il faut être capable de comprendre la menace avant qu'elle ne se concrétise et adapter ces mesures à cette menace. Et ce n'est plus que de la prévention. Mais inversement, donc là c'est de la surveillance, du monitoring, de la veille, etc., par des tas de moyens qui existent. Et inversement, c'est être capable non plus de détecter, parce que détecter, on peut détecter très tard. Il faut détecter le plus vite possible, mais surtout avoir les capacités de réagir très vite aussi, et de mettre en place ce qu'on appelle des plans de remédiation pour limiter l'impact, mais voire le circonscrire, et c'est là où on rentre sur le concept de défense en profondeur, qui consiste à dire que l'attaque est en cours, mais je vais pas l'empêcher. Ou elle a commencé, ou il y a déjà des signaux faibles, mais je vais l'embêter quelque part pour lui rendre la vie plus difficile avant d'aller au but, voire éventuellement la contrôler, la surveiller. Alors ça signifie... c'est une nouvelle manière de faire de la sécurité. Ça signifie aussi que l'on va prioriser. Une attaque est en cours,
il faut protéger les assets, les biens les plus sensibles, et on va évoquer par exemple la notion de criticité des données, qui va différencier ce qu'il faut protéger à tout prix de ce que l'on peut laisser sujet à l'attaque. Ça, c'est aussi une évolution des mentalités assez récente, me semble-t-il, non? Tout à fait. Justement, quand on parle de système d'information ouvert et l'écosystème étendu, ça veut dire qu'on accepte que les gens, que les facteurs externes, clients, prestataires, etc., puissent accéder au système d'information. Cependant, donc ça veut dire qu'il y a certaines informations qui sont publiques, accessibles ou semi-publiques. Cependant, il y a des informations qui sont absolument critiques pour l'entreprise. Leur confidentialité est vraiment critique. Donc bien sûr, on parle des informations qui nécessitent la protection du fait de la réglementation, mais il y a aussi des informations critiques parce qu'elles sont essentielles pour le métier de l'entreprise, comme la propriété intellectuelle, comme les données concernant les clients, les transactions, etc., etc. Donc il faut vraiment, dans ce système d'information désormais ouvert, bien concentrer les efforts sur la protection des données qu'on a identifiées comme les données critiques pour l'entreprise. Merci à tous les deux pour votre témoignage et votre expertise sur ces sujets riches et passionnants. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'IT.